C'est le portrait de la comtesse, peint par Léonie, sa nièce. Oh, c'est charmant, une finesse, une grâce. Ah oui, elle a du talent, cette Léonie. Qu'est-ce que j'entends? Charles? Charles! Oh, pardon, mademoiselle. Justement, c'est elle. Que faites-vous là? Oh, pardonnez-moi, mademoiselle Léonie de Villegontier. Non, je regardais le portrait de madame votre tante, notre maîtresse. Oui, car je l'ai reconnu tout de suite. Car il est ressemblant. Qui vous demande votre avis? Les lettres, les journaux. Oui, alors je suis allé ce matin à Lyon, à la place du cocher, qui n'en avait pas le temps. Et j'ai rapporté des lettres pour tout le monde. Ah, pour mademoiselle, d'abord. Eh bien, donnez. Oh! Oh! De Paris. D'Hortense, mon amie d'enfance. Son amie d'enfance, c'est charmant. Chère Hortense, elle s'inquiète des troubles de Lyon, des complots qui nous environnent. Quant à la cour, il est difficile que cela aille bien sous un roi qui fait des vers latins et qui ne donne jamais de balles. Ah, ça. Une lettre pour madame la comtesse. Madame la comtesse Cécile d'Autreval, née de Kermadio et timbrée d'Auray. Oh, Auray. Pleine Vendée. Ah bah c'est tout simple, une excellente royaliste comme madame. Encore? Pardon. Alors celle-ci pour le frère de madame la comtesse et pour monsieur Gustave de Grignon. Un jeu de maître des requêtes qui est ici depuis 8 jours. Il suffit. Les journaux. Oui, les voici. Ah. Dans un joli état. Eh bien, c'est que le cocher, la femme de chambre, voulait les lire avant, madame et mademoiselle, ce qui leur manquait de respect, et je me suis opposé. Mais c'est bien, je ne vous en demande pas tant. Je ne croyais pas que mademoiselle me blâmerait de mon zèle. Ce qui souvent déplaît le plus, c'est l'excès de zèle. Comme disait monsieur de Talleyrand. Oh, voilà qui est trop fort. Monsieur Charles se permet. Quoi donc? Qu'y a-t-il, ma chère Léonie? Ce qu'il y a, ma tante, ce qu'il y a. Monsieur Charles qui cite monsieur de Talleyrand. Un homme qui a porté malheur à tout ce qu'il a servi. Oh. Mauvaise recommandation pour un domestique. Rassure-toi, Charles aura lu ça quelque part sans comprendre. N'est-ce pas? Forcément, madame. Je ne pensais pas que cela offusquât mademoiselle. Offusca, un subjonctif à présent. Pas un mot de plus. Vous parlez trop. Je connais vos bonnes qualités, votre dévouement pour moi. Mais vous oubliez trop souvent votre situation subalterne. Oui, Ne madame. me forcez pas à vous la rappeler. Votre place, d'ailleurs, n'est pas ici. Je vous ai pris uniquement pour soigner les jeunes chevaux de mon frère. Allez à votre service. Bien, madame. Et hop, pardon. Madame. Merci. Madame. Jusqu'à Monsieur Charles, jusqu'aux domestiques qui veulent se donner de l'importance. Hein. Oh, mais une importance dont vous n'avez pas idée, ma tante. En vérité, conte-moi donc cela. Eh bien, figurez-vous. Non, tout à l'heure. Laisse-moi d'abord parcourir mon courrier. C'est trop juste, je viens de lire le mien. C'est d'elle. Pauvre amie, comme elle tremblait en écrivant. Ma chère Cécile, soyez bénie 1000 fois. Je reprends espoir depuis que je sais mon fils auprès de vous. Votre château, situé à 2 lieues de la frontière, lui permet d'attendre sans danger l'issue de ce procès fatal. Et d'ailleurs, qui pourrait soupçonner que le château de la comtesse d'Autreval, né de Kermadio, recèle un homme accusé de conspiration contre le roi. Du reste, que vos opinions politiques se rassurent, est-ce que mon cœur a des opinions politiques? Enfin, Henri, mon fils, n'est pas coupable. Un malheureux coup de tête qu'il vous racontera lui a seul donné une apparence de conspirateur. Mais cette apparence suffirait 1000 fois pour le perdre s'il était pris. Oh, qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce donc? Encore une condamnation à mort. Ciel! Le conseil de guerre séant à Lyon hier a condamné le principal chef du complot bonapartiste, M. Henri de Flavigneul, un jeune homme de 25 ans. Qui heureusement s'est évadé avec l'aide de quelques amis, m'a-t-on dit. Oui, je me rappelle. C'est cette évasion qui excitait l'enthousiasme de M. Gustave de Grignon. Notre jeune maître des requêtes. Il n'avait qu'un regret, c'est d'avoir été chargé d'une pareille expédition. C'est beau, c'est brave. Il a de qui tenir. Sa mère, qui avait comme moi traversé toutes les guerres de la Vendée, sa mère avait un courage de lion. C'est pour ça qu'il parle toujours à table d'actions héroïques. Et le curieux, c'est que son père était, dit-on, peureux comme un lièvre. Vraiment? Alors c'est peut-être pour ça que l'autre jour, il est devenu tout pâle quand la barque a manqué de chavirer. Merveille. Je lui demanderai.
car nous avons un bal et un concert pour votre fête. Et j'ai déjà pensé à votre coiffure. Un azalea superbe que j'ai vu dans la serre et qui vous ira à merveille. Oh, coquette, pour ton compte, je le concevrais, mais pour celui de ta tante... Mais c'est tout naturel. Vous, c'est moi. Tellement que, quand on fait votre éloge, ce qui arrive souvent, je suis tentée de remercier. Aussi, jugez de ma joie quand ma mère m'a permis de venir passer un mois, ici, auprès de vous. Il me semblait que rien qu'en vous regardant, j'allais devenir parfaite. Vous riez? Est-ce que j'ai mal parlé? Non, chère fille, car c'est ton cœur qui parle. Si je souris, c'est de tes illusions, c'est de ta candeur à me dire « je vous admire ». Quand vous m'embrassez en m'appelant ma chère fille, je suis presque aussi heureuse que si j'entendais ma mère. Ah, prends garde. Prends garde, il ne faut pas me gâter ainsi. J'aurais trop de chagrin de te voir partir. Ce sera ma jeunesse qui s'en ira. Mais vous êtes très jeune à vous toute seule, ma tante. Oh, certainement. D'une jeunesse de... Voyons, devine un peu le chiffre. Ah, je ne m'y connais pas. Je vais t'aider. 30. 30. Allons, on est fort. 31. Ah, on ne peut pas être plus modeste. J'achèverai donc. 33. 33. Oh, alors... Oui, ma chère fille, 33 ans. L'année prochaine, j'en aurai peut-être plus que 32. Mais maintenant, voilà mon chiffre. Quelle vieille tante tu as là. Vieille. Chaque matin, je ne forme qu'un vœu, c'est de vous ressembler. À ce que tu dis, n'a pas le sang commun. Mais c'est égal, ça me fait plaisir. Eh bien, voyons, mon élève, car j'ai promis à ta mère de te faire travailler. As-tu dessiné ce matin? Mais j'étais descendue pour ça dans le salon, ma tante. Et devinez qui j'ai trouvé tout à l'heure, devant mon chevalet, et regardant votre portrait. Qui donc? Monsieur Charles. Eh bien, figurez-vous, ma tante, qu'il disait « C'est charmant, elle a du talent, cette Léonie. » et cela t'a rendue furieuse? Certainement. Et ce n'est pas tout, ma tante. Croiriez-vous qu'il chante? Eh bien, s'il est gai, ce garçon, est-ce que Dieu ne lui a pas permis de chanter comme à toi? Mais c'est qu'il chante très bien. Voilà ce qui me révolte. Ah, conte-moi donc cela. Hier, je me promenais dans le parc. En arrivant derrière la haie du bois des chevreuils, j'entends une voix qui chantait les premières mesures d'un air de Cimarosa. Mais une voix charmante, une méthode pleine de goût. Je m'approche. C'était Monsieur Charles. En vérité? Vous riez, ma tante. Eh bien, moi, ça m'indigne. Je sais pas pourquoi, mais ça m'indigne. Comment distinguera-t-on un homme bien né d'un valet de chambre? Car remarquez, ma tante, qu'il est tout à fait bien de sa personne. Et lorsqu'il vous sert à table, qu'il vous offre un fruit, c'est avec un choix de termes, un accent de bonne compagnie, qui me mettent hors de moi. Parce qu'il y a de l'impertinence à lui, à s'exprimer comme ses maîtres. C'est vrai, cela nous déconsidère, cela nous... Enfin, je ne sais pas comment vous exprimer ce que je ressens, mais moi, qui suis bienveillante pour tout le monde, j'éprouve pour cet insolent valet une antipathie qui va jusqu'à l'aversion. Et si j'étais maîtresse ici, bien certainement, il n'y resterait pas. Là, calmons-nous. Avant de le chasser, il faut permettre qu'il s'explique, ce garçon. Mais ma tante, est-ce pour lui que vous sonnez? Précisément. Charles est-il là? Oui, madame la comtesse. Qu'il vienne. Mais ma tante, qu'allez-vous lui dire? Mais sois tranquille. Oh, je ne voudrais pas qu'il crût que c'est à cause de moi que vous le grondez. Mais pourquoi donc? Ne trouves-tu pas qu'il t'a manqué de respect? Madame m'a appelé. Oui. Approchez-vous, Charles. Vous me forcerez donc toujours à vous adresser des reproches. Pourquoi vous êtes-vous permis? Il ne savait pas que j'étais là. D'accord. Pourquoi vous êtes-vous permis de vous approcher de mon portrait, du dessin de ma nièce, et de dire qu'il était charmant? J'ai dit qu'il était ressemblant, madame la comtesse, ce qui est la même chose. C'est précisément ce mot qui est de trop. Approuver, c'est juger. Et vous n'avez pas le droit de juger. Alors, je demande pardon à mademoiselle de l'avoir offensée. À l'avenir, je ne ferai plus que penser ce que j'ai dit, et je ne dirai plus ce que je pense. C'est bien. Du tout, c'est mal. Voilà encore une de ces réponses qui m'exaspèrent. Avez-vous préparé la jeune ponette de mon frère, comme je vous l'avais demandé? Oui, madame, oui. Eh bien, ma chère Léonie, le temps est beau. Va mettre ton habit de cheval et tu essaieras la ponette dans le parc. Avec vous, ma tante? Non, avec mon frère, et Charles vous suivra. Mais Il est fort habile cavalier, son habileté rassure ma tendresse pour toi. j'y vais, ma tante. Ah, je le déteste.
Eh bien, méchant enfant, vous ne serez donc jamais raisonnable. Ah oui, c'est ça, grondez-moi. Vous grondez si bien. Vous ne me désarmez pas par vos cajoleries, mais vous exposez sans cesse à être découvert, ou par Léonie, ou même par un de mes gens. Allez chanter un air de Cimarosa dans le parc. Et le chantez bien encore. Ah non, ce n'est pas ma faute, je me rappelais toutes vos inflexions. Taisez-vous. Vos flatteries me sont insupportables. Ingrats. Je ne parle pas seulement pour moi qui vous aime comme une sœur, mais pour votre pauvre mère. Vous avez raison. Voyons, que dois-je faire? D'abord répondre quand j'appelle Charles. Et ne plus dire quoi quand quelqu'un dit Henri. La vérité est que je n'y manque jamais. Puis ne plus vous extasier devant le dessin de ma nièce. Et ne pas répondre comme tout à l'heure. Je ne ferai plus que penser ce que j'ai dit. Hypocrite. Il ne peut pas s'empêcher à ne pas être charmant. Enfin, ne pas vous exposer, comme vous l'avez fait ce matin encore, malgré ma défense, en allant à Lyon. Les malheureux enfants, vous ne comprenez donc pas qu'il s'agit de vos jours. Bon. Et tout est à craindre depuis l'arrivée du baron de Montrichard. Le baron de Montrichard? Le baron Amédée Boussard de Montrichard? Et oui, le nouveau préfet. Il a la finesse d'une femme. Il est rusé comme un diplomate. Et avec ça, actif, persévérant. Et pensez que c'est à moi, peut-être, qu'il doit sa nomination. Vous? Vous, comtesse, vous avez fait nommer un homme comme lui? Dévoué pendant 20 ans corps et âme au consulat et à l'Empire? C'est toujours pour ça. Il a toujours été dévoué corps et âme à tous les gouvernements établis. Oui, Il les sert d'autant mieux qu'il veut faire oublier les services rendus à leurs prédécesseurs. de tout temps, les hommes politiques ont été des caméléons. Aussi va-t-il vouloir signaler son installation par quelque action d'éclat. C'est-à-dire en faisant fusiller 2 ou 3 pauvres diables qui n'en peuvent mais. Non, il n'est pas cruel, au contraire. Je sais même qu'il avait demandé une amnistie générale. Mais l'idée de découvrir un chef de conspirateur va le mettre en verve. Il déploiera contre vous toutes les ressources de son esprit. Votre signalement sera partout, je le sais. Le premier soldat pourrait vous reconnaître. Vous l'avouerez, Giguette, dans ces périls, dans cette vie de conspirateur poursuivi, je ne sais quoi qui m'amuse comme un roman. Et rien ne me divertit autant que d'entendre prononcer mon nom dans les marchés. Oui, que d'acheter au crieur des rues ma condamnation. Que d'interroger un gendarme qui pourrait me mettre la main sur le collet et de lui parler de moi. Oh, pardon, monsieur le gendarme, c'est Henri de Flavignol. Est-ce qu'il n'est pas encore pris? Et non, vraiment. Oh, c'est un gaillard qui tient la vie à ce qu'il paraît. Oh, dites-moi un peu son signalement si vous l'avez. Mais vous me faites frémir. Oh, les hommes, toujours les mêmes. N'ayant jamais que leur vanité en tête, vanité de courage ou vanité d'esprit. Eh bien, tenez, pour vous punir, voyez cette lettre de votre mère. Dites-vous que si vous étiez condamné, elle mourrait de votre mort. Ajoutez que si je vous voyais arrêté chez vous, ici, je croirais presque être la cause de votre perte et que j'aurais tout à la fois le désespoir du regret et le désespoir du remords. Allez, vous n'avez pas de cœur. Alors pardon. Pardon, j'ai tort. Oui, quand notre existence inspire de telles sympathies, elle doit nous être sacrée. Je me défendrai. Je veillerai sur moi pour ma mère et pour ma sœur. À la bonne heure. Voilà un mot qui efface un peu vos torts. Pensons à votre salut. Et pour que je puisse agir, racontez-moi ce qui vous a changé, malgré vous, en conspirateur. Le voici. Et d'abord, je vous jure, je n'ai jamais conspiré. Et je ne conspirerai jamais. Parce que j'ai horreur de la guerre civile. Et quand un Français tire sur un autre Français, c'est au cœur de la France elle-même qu'il frappe. Et en cas de guerre civile, je me réengagerai dans l'armée. Oh, quelle gaminerie. Bref, il y a un mois pourtant, au moment où venait d'éclater la conspiration du capitaine Sanders, j'entre un matin à Lyon, je vois ranger sur la place Bellecour un peloton d'infanterie. Avant même que j'aie pu demander quelle exécution s'apprêtait, arrive une voiture de place suivie de carabiniers à cheval. Et j'en vois descendre entre 2 soldats un vieillard aux cheveux blancs, en grand uniforme. Et je reconnais qui? Je ne sais pas. Mon ancien général, le brave comte Villegrain du Moulin. Oh! Vous le connaissez? Du tout? Le brave comte Villegrain du Moulin qui a reçu 20 blessures au service de notre pays. Je m'élance, croyant qu'on l'a amené sur cette place pour le fusiller. Oh, non, non, non. C'était bien pire encore.
pour le dégrader. Oh, était-il coupable? Je l'ignore, mais quelques crimes politiques qu'ait commis un brave soldat, on ne le dégrade pas, on le tue. Oui. Aussi, quand je vis un jeune commandant arracher à ce vieillard sa décoration, je ne me connus plus moi-même. Je m'élançai vers mon ancien général et lui remettant la croix que j'avais reçue de sa main, je m'écriai « Vive l'empereur !» Malheureux! Saisi, arrêté comme chef de conspiration, je serai encore en prison, ou plutôt je n'y serai plus. Si un de mes geôliers, gagné par vous, m'avait donné les moyens de fuir ici, chez une royaliste, mon ennemie, ici où j'ai le double bonheur d'être sauvé et d'être sauvé par vous. Voilà mon crime. Dites votre gloire, Henri. J'étais bien résolu ce matin à vous sauver. Mais maintenant, qu'ils viennent vous chercher auprès de moi. Voici ma tante. Suis-je bien? Oui, ma chère enfant, très bien. Ta cravate un peu moins haute. Voilà. Charles! 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 Oh, pardon, madame, oui. Allez voir si mon frère est prêt. Ah oui, madame. Ouh, qui t'a donné cette belle roue? Monsieur de Grignon. Je n'ai pas encore vu d'aujourd'hui, notre cher hôte. Il monte par le grand portail. Je l'ai laissé au bas du perron, admirant le cheval de mon oncle. Oh, quel bel animal, quel feu! Quelle vigueur! Qu'on doit être heureux de se sentir emporté sur cet ouragan vivant. Le curieux, c'est qu'il le croit. Ah, 20 Dieu, la belle monture! Oh, comtesse, Bonjour, mon hôte. Oh. Ah ça, vous n'avez donc pas perdu la manie de l'héroïsme. Je vous entendais là, tout à l'heure. Je parie que vous regrettez de n'avoir pas monté Bucéphale. Oh, c'est vrai, madame la comtesse, c'est si beau, c'est si... Attendez, attendez, j'ai sa main, mais c'est si... Hein? Ah, vous ne trouvez pas le second adjectif? Non. Je vais vous rendre le service de vous interrompre. Tenez, vous avez là des journaux et des lettres. Pour moi? Oui, pour vous, sur la table. Sur la table? Oui. Sur la... bien sûr, c'est une table. Monsieur de Kermadio, le frère de madame, est aux ordres de mademoiselle Léonie de Villegontier. Je vais te mettre à cheval, viens, Léonie. Lisez votre lettre, monsieur, lisez. À tout à l'heure, monsieur de Grignon. Oh, quel est le mauvais génie qui m'a mis au cœur une passion insensée pour cette femme. Une femme qui a été héroïque en Vendée. Une femme qui adore le courage. Aussi, pour lui plaire, il n'est pas d'action intrépide que je ne rêve. Pas de péril auquel je ne m'expose en imagination. Dès que je la vois, je me crois un héros, moi, un maître des requêtes qui, par mon état, n'y suis pas obligé. Et quand je dis un héros, c'est que je le suis. En théorie. Par malheur, il n'en est pas tout à fait de même dans la pratique. C'est un instant. C'est inconcevable. C'est inouï. Il y a là un mystère qui ne peut s'expliquer que par des raisons de naissance. C'est dans le sang. Je tiens à la fois de ma mère, qui était le courage en personne, et à la fois de mon père, qui était la prudence même. Les imbéciles me diront à cela, eh bien, monsieur, restez toujours le fils de votre père, n'approchez pas du danger. Mais est-ce que je le peux, monsieur? Est-ce que ma mère me le permet, monsieur? Hein? Est-ce que s'il pointe à l'horizon quelque action d'héroïsme, le maudit démon maternel qui s'agite en moi ne précipite pas ma langue à des paroles compromettantes? Est-ce que ma moitié héroïque ne s'offre pas, ne s'engage pas, comme tout à l'heure, à la vue de ce beau cheval, fougueux et écumant, que je rêvais d'enfourcher? Parce qu'un autre était dessus. Et oui, si l'on m'avait dit montez-le, allez, montez-le, hein, alors mon autre moitié, ma moitié paternelle, l'aurait emporté. Et adieu ma réputation. C'est affreux, être brave et nerveux. Et songez que pour comble de maux, me voilà amoureux fou d'une femme dont la vue m'anime, m'exalte. Elle me fera faire quelque exploit, quelque sottise, j'en suis sûr. Pour l'instant, je m'en suis assez bien tiré. Je n'ai eu à dépenser que des paroles. Mais cela ne durera peut-être pas. Et alors, repoussé, méprisé par elle, le seul moyen d'en sortir, c'est de l'épouser. Suivez mon raisonnement. Une fois marié, je suis père. Une fois père, j'ai le droit d'être prudent avec honneur. Que dis-je, le droit? C'est un devoir. Un père de famille se doit à sa femme et à ses enfants. Un bonapartiste insulte le roi devant moi.
Ah ah! Ah 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 ah. Je ne peux pas le provoquer, je suis père de famille. Qu'il arrive un incendie, une peste, une inondation... Oh! Je me sauve. Je suis père de famille. Il faut donc se hâter d'être père de famille le plus tôt possible. Et pour cela, risquons ma déclaration. Une déclaration bien chaude, bien brûlante, comme je la sens. Là. Là. Voyons. Voyons. Nanana. Mon amour. Nanana. Pour toujours. Nanana. Notre union. Nanana. De Grignon. Voilà. Plaçons-la ici. Voilà, sous ce miroir. Oh oui. Elle la verra, la lira. Et espérons. Louis! Joseph! Elle appelle. Oh, que se passe-t-il donc? Un accident, mais elle commence à reprendre ses sens. Elle n'est pas blessée. Non, grâce au ciel, mais je crains que la secousse, l'émotion... Sonnez donc, mon ami, je vous prie. Ah, que désirez-vous? Qu'on aille tout de suite à Saint-Odéol chercher le médecin. Oh, mais que nenni, ventre saint-gris. J'y vais moi-même et je le ramène. J'accepte, vous êtes bon. Hein. Je suis bon, c'est vrai. J'aime autant ne pas être là quand elle lira ma déclaration. Brave, mais prudent. Je pars et je reviens. C'est par ici. Je pars et je reviens. Oh. Ma tante. Qu'est-ce que cela signifie? Une aventure si étonnante, ou plutôt si heureuse. Imaginez-vous, ma tante, que Charles, non, Monsieur Henri. Tu sais tout? Eh oui, sans doute. Ciel! Oh, je me tairai. Je vous aiderai à le protéger, à le défendre. Je suis bien obligée maintenant, ne fût-ce que par reconnaissance. Mais tout cela ne m'explique pas. C'est juste. Voilà donc nous galopions dans le parc avec mon oncle, quand tout à coup, son cheval prend peur. La ponette en fait autant et m'emporte du côté du bois. Oh, déjà, ma jupe s'était accrochée à un arbre. J'allais être arrachée de ma selle. Et qui sait, peut-être traînée sur la route. Quand tout à coup, Monsieur Charles, se précipite à terre, se jette hardiment au devant de la ponette, l'arrête d'une main, me retient de l'autre et me dépose à moitié évanouie sur le gazon. Brave garçon! Et malgré cela, j'étais d'une colère. Tu lui en voulais de te sauver? Non pas de me sauver, mais de me sauver avec si peu de respect. Imaginez-vous, ma tante, qu'il me prenait les mains pour me les réchauffer et qu'il répétait sans cesse, comme il l'aurait fait pour son égal, « Pauvre enfant, pauvre enfant !» Je ne pouvais pas répondre. J'étais évanouie. Ah! Mais j'étais très en colère en dedans. Et lorsqu'en ouvrant les yeux, je le trouvais à mes genoux, presque aussi pâle que moi, et qu'il me tendit la main en me disant « Eh bien, chère mademoiselle, comment vous trouvez-vous » Mon indignation fut telle que je répondis par un coup de cravache dont je frappais la main qu'il osait me tendre. Oh! Puis je fondis en larmes, sans savoir pourquoi. Et bien après? Après, jugez de ma surprise et de ma joie quand je le vis se relever en souriant, découvrir sa tête avec une grâce charmante et me dire simplement après m'avoir salué que votre légitime orgueil ne s'alarme pas de ma témérité, mademoiselle. Celui qui a osé tendre la main à mademoiselle Léonie de Villegontier, ce n'est pas Charles le valet de chambre, c'est monsieur Henri de Flavignol, le proscrit. Le malheureux, il se perdra? Comment? Se perdre parce qu'il m'a confié son secret? Qui me dit que tu sauras le garder? Vous croyez mon cœur capable de le trahir? Le trahir, Dieu me garde d'un tel soupçon. Mais c'est ta bonté même. Ce sont tes craintes qui te trahiront. Ne redoutez rien, ma tante. Je serai forte. Il s'agit de lui. De lui? Pardonnez-moi, ma tante. Je ne puis vous cacher ce qui se passe dans mon âme. Mais d'ailleurs, pourquoi vous le cachez à vous? Eh bien oui, une force, une joie ineffable remplissent mon cœur tout entier. Oh, j'étais si malheureuse depuis 15 jours. Je ne pouvais m'expliquer à moi-même ce que je ressentais. Ou plutôt, je ne l'osais pas. C'était de la honte, de la colère. Je me sentais entraînée vers un abîme et cependant j'y tombais avec joie. Que veux-tu dire? Oh, je comprends tout maintenant. Si j'étais aussi indignée contre lui et contre moi, c'est que je l'aimais. Ah, je vois clair dans mon cœur à présent. Vous l'aimez? Qu'avez-vous donc? Moi, rien. Vous l'aimez?
Vous semblez irritée contre moi, chère tante. Irritée? Je ne suis pas irritée, chère nièce. Pourquoi serais-je irritée? Je l'ignore. Peut-être est-ce de ma confiance trop tardive. Je vous aurais dit mon secret plus tôt si je l'avais su plus tôt. Mais qui vous reproche votre manque de confiance? Laissez-moi seule. Vous m'en voulez? Laissez-moi, vous dis-je. Mais vous ne m'avez jamais parlé ainsi. Vous ne me dites plus « tu ». Oh, pardon, mon enfant, pardon. Laisse-moi un moment, je t'en prie. Attends. Attends. À la bonne heure, au moins. Ma tante, Oui. comme c'est bon d'aimer. Elle l'aime. Pourquoi ne l'aimerait-elle pas? Voilà la question. N'est-elle pas jeune comme lui, riche et noble comme lui? Pourquoi donc souffrais-je tant de cette pensée? Pourquoi, pendant qu'elle me parlait, ressentais-je contre elle un sentiment de colère, d'aversion, de... Non, c'est pas possible. Depuis 15 jours, ne veillais-je pas sur Henri comme une amie? Ne lui parlais-je pas comme une mère? Ce matin encore, ne l'ai-je pas remercié de ce qu'il m'appelait ma sœur? Oh, malgré moi, le voile tombe. Ce langage maternel n'était qu'une ruse de mon cœur pour ne lui rien cacher de ma tendresse. Ce n'est pas de l'intérêt, de l'amitié, du dévouement, c'est de l'amour. J'aime. J'aime, moi! Et ma rivale, c'est l'enfant de mon cœur. C'est l'enfant de ma sœur. C'est cet ange de grâce et de bonté. Je me parle à moi-même et je me réponds. Tu n'as qu'une résolution à prendre, Cécile. Cécile, c'est moi. Renferme ta folle passion dans ton cœur comme une haute cache-la étouffe-la. Je ne peux pas. Depuis que je me suis avoué mon amour à moi-même, il croit à chaque pensée, à chaque parole. Je le sens qui m'envahit, comme un flot qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Eh bien, pourquoi le combattre? Léonie aime Henri, c'est vrai. Mais lui, il ne l'aime pas encore. Suivez mon raisonnement. Il aurait parlé s'il l'aimait. Elle me l'aurait dit s'il avait parlé. Il est libre, qu'il choisisse. Elle est bien belle, déjà. On dit que je le suis encore, qu'il prononce. Pauvre enfant, elle l'aime tant, mais je l'aime 1000 fois davantage. Elle l'aime comme on aime à 16 ans quand on a l'avenir devant soi, mais à 30 ans, notre amour est notre vie tout entière. Allons, il faut lutter, luttons. On dit que j'ai de l'esprit, servons-nous-en. Léonie a 16 ans, qu'elle se défende. Et si je triomphe aujourd'hui, oh, je réponds de l'avenir. Je rendrai Henri si heureux que son bonheur m'absoudra du mien. Mais triompherai-je? Suis-je aussi charmante qu'elle? Qui me l'apprendra? Quand on a un grand nom du crédit, de la fortune, ceux qui nous entourent disent-ils la vérité? Ma main tremble en prenant ce miroir. Ce n'est pas le trouble de la coquetterie, non. C'est mon cœur qui fait trembler ma main. C'est pas invraisemblable. C'est vraiment mon cœur qui fait trembler ma main. Je ne me trouverai jamais telle que je voudrais être. Ne regardons pas. Me regarderai-je? Ou ne me regarderai-je pas? Allez, je me regarde. Oh, c'est charmant. Oh, il en a trompé bien d'autres. Oh, une lettre à Madame la Comtesse Cécile d'Autreval, née de Kermadio, c'est moi, de Monsieur Gustave de Grignon. Eh bien, lisons. J'arrive de Saint-Andéol. Le médecin était malade. C'est un monde.
Oh, il tient ma lettre. Qu'ai-je lu? Elle ne semble pas trop irritée. Oui, oui, c'est bien le langage d'un amour vrai. Le cri de la passion. Oh! Elle se parle à elle-même, vous avez remarqué? Il m'aime, on peut donc m'aimer encore? Il demande ma main, on peut donc songer à m'épouser encore? Oh, ma foi, je me risque. Est-ce vous qui avez écrit cette lettre? Cette lettre... Cette lettre que tout à l'heure... Ah, mon Dieu. Eh bien, est-ce vous? Non. Oui, c'est moi, oui. Et ce qu'elle contient, eh bien, l'accent de votre passion? Certainement. Vous m'aimez? Vous me demandez ma main? Ah, les deux, comtesse, les deux, pourquoi pas, oui. Vous, à 25 ans? La valeur n'attend pas le nombre des années. Ah. Et qu'importe l'âge, tout ce que je peux vous dire, tout ce que je sais, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes jeune et belle. Ce que je sais, c'est que je vous aime. Vous m'aimez? Oui. Et dussiez-vous ne pas me le pardonner, dussiez-vous m'en vouloir, Vous en vouloir, oh mon ami, mon véritable ami. Ainsi c'est vrai, vous me trouvez belle. Oh, jamais paroles m'ont été si douces. Oh, si je pouvais vous dire, si vous saviez... Oh, mais je ne vous en demande pas tant, l'émotion, le trouble où je vous vois suffirait à me faire perdre la raison. Qu'est-ce que cela? J'oubliais, c'est une surprise, c'est une fête. Oui, j'oubliais. Oh, ma fête, je n'y pensais plus. Mais nous y pensions, nous et votre nièce. Et là, dans le grand salon, vos amis, les habitants du village, tous vos gens. Mes gens? Oui, bal champêtre et concert. Un bal, un concert, il sera là. Oh, merci, mon ami. Nous danserons? Oh oui, madame, dansons, oui. Nous chanterons? Oh oui, madame, chantons. Avec eux, pour nos gens. Oui, madame, oui, oh. Il sera là, il nous verra, il nous jugera. Oh, mon ami, je suis si heureuse. Non, il m'a donc, madame, il m'a donc, si vous saviez. C'est étonnant, depuis l'aveu qu'elle m'a fait, elle ne me regarde plus. Et pourtant, quand je me rappelle son trouble de ce matin, sa physionomie, tout me dit que je suis aimé, oui, tout me dit que... Tout, excepté elle. Ah, c'est qu'une lettre passionnée, des paroles brûlantes ne suffisent pas à la compréhension de mon amour. Il faudrait des preuves réelles, des actions. Ah, ça y est, monsieur Major. Un beau dragon. Gargagnoul, C'est moi. que mes ordres soient exécutés de point en point. Rien de plus, rien de moins. Rien de plus, rien de moins. Vous entendez? J'entends. Rompez, Gargagnoul. Je rends Gargagnoul. Ah non, c'est moi. Gargagnoul! Oui. Chapeau. Un chapeau. Un chapeau. Non, vous... Ah non, Madame la comtesse Cécile de Trevalny de Kermadio, monsieur. Oh, elle est au salon, monsieur, environnée de tous ses amis dont elle reçoit des bouquets. C'est sa fête. D'ailleurs, vous entendez la musique? Mais dès qu'elle saura que monsieur le préfet du département est arrivé... Connaissez, monsieur? Non. Mais je viens d'entendre prononcer votre nom et je cours. De grâce, monsieur, demeurez, rien ne presse. Quand on est porteur de fâcheuses nouvelles... Mon Dieu. La comtesse que je connais depuis longtemps a toujours été parfaite pour moi. Et dernièrement encore, monsieur le marquis de Mauplot, ministre de l'Intérieur, ne m'a pas laissé ignorer qu'elle avait parlé en ma faveur. Ah oui. Elle est fort bien en cours et je conçois qu'il vous soit pénible... Pour la première visite que je lui fais... de lui apporter une mauvaise nouvelle. Plusieurs, monsieur, plusieurs. Oh, et lesquelles, monsieur? Une surtout, qui est fâcheuse. Le feu vient de prendre une des fermes de madame la comtesse. Vous en êtes certain? Absolument. Nous l'avons aperçu en passant sur la grande route. Mais comme je ne pouvais détacher aucun des gens de mon escorte pour des motifs... Pour des motifs sérieux, monsieur. Alors, j'ai dirigé sur la ferme tous les paysans que nous avons rencontrés en chemin, ordonnant qu'on m'apportât au plus tôt des nouvelles de l'incendie. Un incendie, oh, quelle belle occasion d'héroïsme, si j'y allais, oh oui, quel effet sur la comtesse quand elle demandera où donc est monsieur de Grignon, et qu'on lui réponde, il est sur le feu, il est au feu pour vous, comtesse. Oh, monsieur, cette ferme est-elle loin d'ici? À une demi-lieue à peine. Ah, si l'on pouvait y envoyer une pompe. Une pompe? Une pompe à incendie. Ah, une pompe à incendie. Voilà. Il y en a une à la ville voisine, monsieur, je cours. Attendez! Peut-être ne vous la confierait-on pas sans un ordre signé de moi. Permettez? Je permets.
Confier une pompe à n'importe qui. Est-il plus beau rôle que celui de sauveur dans un incendie? Je vous le demande. Oh, marcher sur les poutres enflammées, quelle joie! Disparaître au milieu d'un tourbillon de fumée et de feu, au moment le plus terrible, quand la toiture va s'écrouler. Oh, quelle extase! Voir tout à coup à une fenêtre un vieillard. Voir tout à coup à une fenêtre un beau vieillard. Une femme, qui tend vers vous les bras en s'écriant « Sauvez-moi !» et s'élancer au milieu des cris de la foule. N'y allez pas, vous allez vous perdre. N'importe. Oh, monsieur, le fermier a-t-il des enfants? 3. 3 enfants. Le bravo. En bas âge? Oui. Tant mieux, c'est moins lourd. Enfin, je note. C'est plus facile à sauver. Ah, et puis rendre 3 enfants à leur mère. Comme la comtesse me recevra quand je reviendrai escorté par tous les hommes de la ferme, porté sur un brocart de feuillage. Les vêtements déchirés, le visage noirci. Je serai comme ça, je ferai ma tête s'exalte. Donnez, monsieur, donnez, je cours. Veuillez, monsieur, prendre des nouvelles de ce garçon que nous avons rencontré sur la route et qu'on ramena blessé du lieu de l'incendie. Comment blessé. 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 Blessé légèrement, sans doute. Hélas, non, monsieur. Brûlé vif. La peau lui tombait du visage. La peau lui tombait. La peau lui tombait, oui. Mais le plus dangereux, c'est une poutre qui lui a enfoncé 5 côtes. Aïe. Ça a enfoncé 5 côtes. Oui, voyez-vous cela? Et en voulant porter secours. En voulant... Mais allez, monsieur, allez. Mais je vais, monsieur, je vais, je suis parti. Le temps de faire sceller mon cheval par mon domestique, qui en même temps pourrait bien y aller lui-même, car dès qu'il s'agit de porter une lettre, cela le regarde, il ira beaucoup plus vite que moi. Monsieur le préfet, un exprès est arrivé annonçant que le feu est éteint. Ah, tant mieux. Putain! Oh, quelle fatalité! Oh, au moment où j'y allais, car... Vous l'avez vu, j'y allais, je partais à l'instant, vous l'avez vu? Vous l'avez vu, je partais. Le sous-lieutenant a placé tous nos hommes à l'extérieur, comme vous l'aviez indiqué, mais il a de nouveaux renseignements dont il voudrait faire part à monsieur le préfet. Je tiens à les connaître et à les vérifier moi-même avant d'avoir vu la comtesse. Chut, motus. Monsieur, veuillez ne pas parler de mon arrivée à madame la comtesse. Des motifs impérieux m'obligent à vous quitter. Mais je reviens à l'instant. Il revient à l'instant. Gargagnol. Ah, malédiction, il n'y eut jamais une occasion pareille. Un incendie que j'aurais trouvé éteint. De l'héroïsme. Et pas de danger. Si jamais j'en rencontre un autre, j'aurai toujours la pompe. La comtesse toujours rêveuse comme ce matin. Parbleu, elle pense à moi. Madame. Ah, c'est vous, mon cher de Grignon? Elle a dit mon cher de Grignon. Eh bien, n'êtes-vous pas dans la salle de bal, un bal champêtre au milieu du salon, le château et la ferme, grand seigneur et femme de chambre? Oui, j'étais ici, madame la comtesse, j'étais ici, m'occupant de vos intérêts. Une de vos fermes où le feu a pris, mais il est éteint par malheur pour moi. Oui. Comment ça? J'aurais tenté mais m'exposer pour vous, car sachez-le bien, je vous aime plus que moi-même, je vous aime plus que ma vie. Ah, c'est beaucoup. Vous en doutez. Vous m'aimez bien, je le crois, mais plus que la vie, non. Vous n'assistiez seulement pas à notre concert. J'y étais, madame. J'ai entendu votre admirable duo avec votre nièce. Bon. Quel enthousiasme général. Vos gens eux-mêmes qui écoutaient de l'antichambre étaient ravis, transportés. Oui. Et surtout, votre nouveau domestique. Charles? Oui, Charles. Il criait brava, encore plus fort que moi. Charles? Ah, ce cher de Grignon, que j'accusais, que je méconnaissais. Je l'ai ramenée au même point que ce matin. Elle est à moi, presque. Ah si, c'est vrai? Vous et Charles, vous m'applaudissiez? Certainement, oui. Oh, mon ami, j'ai eu des torts envers vous, je vais les réparer. Allez m'attendre dans le salon, nous y danserons ensemble. Oh oui, madame, j'y cours, j'y danse, madame, comme cela va. Et ça va bien, hein, ça va bien. Pardon, monsieur. Ma tante, je suis invitée pour la prochaine contredanse par Monsieur Henri. Eh bien, tu n'y vas pas? C'est qu'auparavant, j'aurais un conseil à vous demander. Comment? Je vais vous dire. J'ai chanté tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, pendant que je chantais, j'ai vu des larmes dans ses yeux, à lui, à Henri. Et c'est déjà un beau commencement. Cela prouve au moins que je lui déplais pas, n'est-ce pas, ma tante? Sans doute. Mais c'est qu'il m'a prié de lui faire vis-à-vis
Et j'ai une grande peur que ma danse ne vienne détruire le bon effet de mon chant. J'ai envie de ne pas danser. Y penses-tu? Mais j'ai tant de défauts en dansant. Hier encore, vous me le disiez, trop de raideur dans les bras, les épaules pas assez effacées. Malgré tout, tu es charmante. Oh, vraiment? Que trop? Oh, tant mieux, je vais danser, ma tante. Et puis je tâcherai de me corriger. Et la première fois que je danserai avec lui, ce qui ne tardera pas, je l'espère. Eh bien, qui te retient? Un autre conseil que j'aurais à vous demander. S'il me parle en dansant, que lui dirais-je? J'ai peur de rester court et de lui paraître sotte par mon silence. Oh, ma tante, conseillez-moi, donnez-moi un sujet de conversation. Moi? Mais vous avez tant d'esprit, et votre esprit lui plaît tant. Il te l'a dit? Pendant plus d'un quart d'heure. Ainsi, il me semble que des paroles inspirées par vous garderaient quelque chose de votre grâce à ses yeux. Oh, quelle singulière pensée. Mais j'y suis. Oui, voilà mon sujet de conversation. Je suis certaine de lui plaire. Je parlerai... De quoi? De vous. Sur ce chapitre-là, je réponds de mon éloquence. Ah, la bonne et tendre nature. Je crois entendre la voix de Monsieur Henri. Henri, quand il est là, je ne vois plus que lui. Il m'attend. Il me semble qu'il m'appelle. Adieu, ma tante, adieu. Elle le rejoint. La contredanse commence. Il est vis-à-vis d'elle, comme il la regarde. Mais il oublie que c'est à lui de danser. Il traverse, il lui donne la main. Mais que vois-je? Elle pâlit. La consternation se peint sur son visage. Mais que dis-je? Sur tous les visages. Léonie s'élance. Henri s'élance dans la cour. Léonie revient. Mais qu'as-tu au nom du ciel? Qu'as-tu? Des soldats, des dragons. Des soldats? Ils entourent le château et des gendarmes viennent d'entrer dans la cour. Mais c'est impossible. Ils viennent l'arrêter. C'est impossible. Venir l'arrêter chez moi, comtesse d'Autreval, née de Kermadio, c'est impossible, te dis-je. Du calme, du calme. Mais du calme, vous pouvez en avoir, vous, ma tante, vous ne l'aimez pas. Tu crois? Oh, s'il est en péril, il verra bien laquelle de nous deux l'aime le plus. Que la fête cesse. Je vous dirai quand on pourra rouvrir le bal. Eh bien. Eh bien, ce sont effectivement des dragons qui me cherchent. Oui, de vrais dragons. Qui vous l'a appris? L'officier lui-même que j'ai interrogé adroitement. Oh, comment avez-vous osé? Mais il me semble que cela m'intéresse assez pour que je m'en informe. Mais enfin, que vous a-t-il dit? Qu'il venait pour arrêter Monsieur Henri de Flavignol. Oui. Ah bah c'est assez clair, ça me semble. Perdu. Oh, mais est-ce que le malheur peut m'atteindre entre vous deux? Il dit vrai. À nous deux de le sauver. Non, permettez à nous trois, je demande aussi à en être. Voyons, cherchons quelques bons déguisements, là, bien original. Oh, toujours du roman, hein. Oh, en connaissez-vous un plus charmant? Ah non, bon, non, ne me grondez pas. Je me mets sous vos ordres. Sachons d'abord quels sont nos ennemis. Oui, mon colonel. Comment se nomme l'officier des dragons? Ben, je l'ignore, mon général, mais il est accompagné du nouveau préfet, le terrible baron de Montrichard. Oh, terrible. Oh, je meurs d'épouvante, ma tante. Mais ne pleure donc pas ainsi, malheureux enfant. Oh, je ne peux pas m'en défendre. Et crois-tu que la frayeur ne me presse pas comme toi, mais je pense à lui, et ma douleur même me donne du courage. Elle est belle. Oui, ma tante, oui, je vais essayer. Elle est touchante. Oh, mon danger, je te bénis. Comment? Ah non, mais grondez-moi, je dirai toujours. Oh, mon danger, je te bénis. Mais sans lui, vous verrai-je toutes deux à mes côtés, me plaignant, me défendant. Ah, vienne la sentence elle-même, je ne la regretterai pas, puisque grâce à elle, je puis vous inspirer à vous tant de frayeur, à vous tant de courage. C'est insupportable avec vos madrigaux. Pensons au baron. S'il ose venir ici, c'est qu'on nous a trahis, c'est qu'il sait tout. Trahi, mais qui donc? Est-ce que ma tête est mise à prix? Est-ce que ma capture vaut une trahison? Il y a des gens qui trahissent pour rien. Il y a donc encore du désintéressement. Ouais. Silence, on vient. Monsieur le baron Amédée Boussard de Montrichard, qui s'est présenté chez la comtesse Cécile d'Autreval, née de Kermadio, fait demander s'il veut bien lui faire l'honneur de le recevoir. Ciel. Certainement, avec plaisir. Le baron, et rien n'est décidé encore. Fuyez, monsieur, fuyez. Au contraire, qu'il reste. Vous avez une idée? Non, pas encore. Mais il faut que vous restiez. Que monsieur de Montrichard vous voit comme domestique. On soupçonne plus difficilement ceux qu'on a vus d'abord, sans les soupçonner. C'est vrai. Que vous êtes heureuse d'avoir tant de présence d'esprit, ma tante. Comment faites-vous donc? Je meurs d'angoisse, ma fille. Allons, éloigne-toi. Il faut que je sois seule avec le baron. Seul? Non pas. Je veux savoir ce que vous lui direz. Oh, vous, bien entendu. Va, ma fille, va. Monsieur le baron Amédée Boussard de Montrichard. Oh, monsieur le baron, je suis heureuse de vous
Bonsoir. Je venais, Madame la Comtesse, vous adresser mes remerciements. Pour votre préfecture. Eh bien, je les mérite. Vous aviez un adversaire redoutable. Mais j'ai tant cabalé, tant intrigué, car vous m'avez fait faire des choses dont je rougis, que j'ai fini par l'emporter. Que de grâce à vous rendre. Mais qui a pu me valoir un si honorable patronage? Votre mérite, d'abord. Oui, bien sûr, c'est évident, oui, bien sûr. Oh, je vous connais de plus longue date que vous ne le pensez. Nous avons fait la guerre l'un contre l'autre en Vendée. Et vous m'avez protégé, quoique ennemi. Mieux encore, à titre d'ennemi. Je vous compterai cela un de ces jours, car vous me restez. Charles! Charles! Oh, pardon, oui, madame. Allez chercher des rafraîchissements. Pour monsieur le baron. Vous me comblez. Oui, je veux vous rendre la reconnaissance très difficile. Vraiment? Eh bien, je crois que je viens de trouver le moyen de m'acquitter vis-à-vis de vous. Vous commencez déjà. Comment? En me donnant le plaisir de vous recevoir. Je viens vous offrir à vous, madame, qui êtes si dévouée à la bonne cause, l'occasion de rendre un signalé service à Sa Majesté. Donnez-moi la main, baron. Voilà le mot d'un vrai royaliste. Et ce service, c'est? De faire arrêter le chef de la grande conspiration bonapartiste. Bravo. Ce chef est donc un homme connu, important. Connu, bien sûr, enfin, du moins de vous, est-ce que je crois, comtesse? De moi? Uh-huh. Je connais un conspirateur? Oh, le nom de ce traître qui m'a trompé. Monsieur Henri de Flavignol. Monsieur Henri de Flavignol. Ah, ce tout jeune homme qui a l'air si doux. Ah, ben j'aurais jamais cru ça de lui. Ben, je l'ai vu quelquefois, chez sa mère. Mais c'en est fait. Eh bien, je dis comme le farouche Horace, il est bonapartiste, je ne le connais plus. Je crois que je fais le vers un peu long, mais Corneille me le pardonnera. Mais où est-il donc, ce monsieur de Flavignol? Il se cache Il se cache. dans un château, Dans un château? Voisin? très voisin. Où vous allez le surprendre? Voilà le difficile. Car il me faudrait votre aide pour cela, madame. Mon aide? Oui. Imaginez que ce château appartient à une femme du plus haut rang, du plus pur royalisme, une femme de cœur, d'esprit, et de plus, ma bienfaitrice. Comme moi? Précisément. Alors imaginez mon embarras pour lui dire d'abord que je la soupçonne, ensuite que je viens faire chez elle une invasion domiciliaire, et enfin, vous l'avouerai-je, que j'ai compté sur vous pour la prévenir. Ah, la bonne folie! Ainsi vous pensez que moi, je recèle un conspirateur? Oh non, je ne le crois pas, Ah. non. J'en suis sûr. Et c'est pour ça que vous avez amené tout cet attirail de dragons? Vous avez déployé ce luxe de gendarmerie? Mon Dieu, oui. Et je ne sortirai pas d'ici avant d'avoir arrêté l'ennemi du roi. Il faut bien, comtesse, que je vous prouve ma reconnaissance. Eh bien, moi, baron, je vous prouverai comment une femme offensée se venge. Vous vengez? D'un procédé inqualifiable, d'une sanglante injure pour une fervente royaliste comme moi. Ah, monsieur le baron, vous venez vous attaquer chez moi, dans mon château. Pauvre préfet, quelle vie vous allez mener. Allons, parcourez le château, fouillez, interrogez, et surtout de la défiance. Défiez-vous de mes larmes, défiez-vous de mon sourire. Quand je parais joyeuse, pensez que je suis inquiète, à moins que je ne prévoie cette prévoyance et que je ne veuille la déconcerter par un double calcul. Ravissante. Servez des rafraîchissements, monsieur le baron. Au lieu de marmonner, prenez des forces, baron. Prenez, vous en aurez besoin. Eh bien, que faites-vous là avec vos bras pendants et votre mine bêtement réjouie? Servez donc. Oh, les sottes gens que nos gens. Adieu, baron. Adieu, ou plutôt, au revoir. Démon de femme! Voilà le doute qui commence à me prendre. Et si on m'avait trompé? Si monsieur de Flavignol n'était pas ici? Oh, si. Monsieur le baron, désire-t-il? Tout à l'heure. Oui, mais s'il y était, la comtesse aurait-elle ce ton, insultant et railleur? Monsieur le baron! Oh, mais tout à l'heure, te dis-je. Oui, mais s'il n'y est pas, mon expédition va me couvrir de ridicule.
Sans compter que le crédit de la comtesse est considérable et qu'elle peut me perdre. Ah! Si je repartais. Oui, mais si, 1 heure après mon départ, Madame la comtesse fait franchir la frontière à Monsieur de Flavignol, c'en est fait de ma réputation. J'en ai la tête en feu, moi. Ah ben ça tombe bien si monsieur le baron voulait des refroidis, des rafraîchissements. Mais va-t'en au diable! Oh diable. J'y vais, monsieur le baron. Attends! Mais- Une idée. Approche. Approche. Regarde-moi dans les yeux. Oh, j'oserais pas. Mais non. Mais dites-moi, mon ami, vous êtes moins niais que vous ne le paraissez? Monsieur le baron est bien bon. L'air vif! Ah, ça, il fait pas chaud. C'est un demeuré, oui. C'est un imbécile. Hein. Non, merci. Non. Dites-moi, mon ami, votre maîtresse vous a bien maltraité tout à l'heure. Ma maître... Oh, notre madame. Oh oui, monsieur le baron. Oh, Est-ce qu'elle vous soumet souvent à ce régime? mais tous les jours, monsieur le baron. Et combien vous donne-t-elle de surcroît de gages pour ce supplément de mauvaise humeur? Rien du tout, monsieur le baron. Ainsi maltraité, mal payé. Mon garçon, veux-tu gagner 25 louis? 20. Oui, monsieur le baron, mais comment? Monsieur de Flavignol doit être caché dans le château. Oh, ben voilà-t-il pas autre chose. Alors, si tu pouvais le découvrir, et me le montrer, je te donnerais 25 louis. 25 louis. Rien que pour vous le montrer. Eh ben pourquoi ris-tu? C'est que c'est de l'argent gagné. Tu sais quelque chose? Un peu, pas encore beaucoup, mais c'est égal où je me trompe fort, je vous le montrerai. Tiens, écoute, je te donne 1 louis d'avance. 1 louis. Oh, ben je vais m'en payer avec ça. Maintenant, va-t'en, de peur qu'on nous soupçonne de connivence. La comtesse est si fine. Elle l'est. Oh la laisse. Monsieur le baron. Oui. Si je tâchais de me faire affecter par madame à votre service, on pourrait se parler plus facilement tous les deux. Oh, mais très bien. Oh, je vois que je ne me suis pas trompé en m'adressant à toi. Je peux? Tu dois. Oh, merci, monsieur le baron. Gâche-toi, c'est du bon. Ah, c'est du bon, Ah, c'est du bon. Ah, ça, c'est du bon. Non, je me trompais, c'est pas un imbécile, c'est un idiot. Et d'un allié qui demeure dans la place. Il vaut mieux un allié demeuré que pas d'allié du tout. C'est pas maladroit ce que je viens de faire là. Ah, mais suivez bien mon raisonnement. Il n'est pas de citadelle si forte qu'elle ne soit qu'elle n'ait un côté faible. Et vous n'êtes pas ici, Madame la Comtesse, la seule que l'on puisse attaquer. Voyons, quels sont les habitants de ce château? Monsieur de Kermadio, frère de Madame la Comtesse, personnage muet qu'on n'a pas vu et qu'on ne verra pas. Monsieur de Grignon. Ah, ça doit être un parent de Monsieur de Grignon, président de la cour prévôtale. C'est un homme de notre bord, il pourra m'être utile. Arrêtons-nous ici. Mademoiselle Léonie de Villegontier, nièce de Madame la Comtesse. Quel âge peut-elle avoir? 16 ou 17 ans? Monsieur de Flavignol, 25 ans, tout au plus. Sa figure n'est pas encore le signalement que j'attends, mais il doit être beau. Un proscrit est toujours beau. Et si Mademoiselle Léonie l'a vu, elle doit lui porter de l'intérêt. Et suivez toujours bien mon raisonnement. Mon arrivée doit la faire trembler. Or, à 16 ans, quand on tremble, on le montre. Ah, c'est pas comme Madame la Comtesse. Ah, quelle femme! Je crois que si j'en avais le temps, j'en viendrais amoureux. Ah, c'est elle, c'est Léonie. Vous allez voir, ma finesse viendra à bout de sa naïveté. Oh, pardon, monsieur le baron. Je croyais m'attendre dans le salon et je venais... mais Elle y est-elle, quitte à l'instant, mademoiselle. Mais je serais bien malheureux si son absence me faisait traiter par vous en ennemi. Moi, vous traitez en ennemi? Comment, monsieur? En vous éloignant, mademoiselle. Oh, je conçois votre défiance. Ma défiance? Vous pensez que je suis venu ici pour vous ravir une personne qui vous est chère. C'est un benet. Il veut me sonder, mais je vais être fine et ma finesse viendra à bout de sa sottise. Vous allez voir.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire, monsieur. Mon Dieu, ce que je veux dire est bien simple, mademoiselle. Il y a 1 heure, quand vous m'avez vu arriver ici, suivi d'hommes armés, vous avez pu penser que j'étais votre ennemi. Je l'étais, en effet, puisque je cherchais monsieur Henri de Flavignol. Mais maintenant, tout est changé. Comment? Oui, je sais. J'ai la certitude que monsieur de Flavignol n'est pas ici. Ah! Et je pars. Finesse. Tout de suite? Tout de suite, tout de suite. Savez-vous, mademoiselle, que votre empressement pourrait me donner des soupçons? Comment, monsieur? Mais oui. À vous voir si heureuse de mon départ, je pourrais penser que je me suis trompé et que monsieur de Flavignol est encore ici. Moi, heureuse de votre départ? Au contraire, monsieur le baron. Et certainement, si nous pouvions vous garder longtemps, très très longtemps... Permettez. Finesse. Voilà que vous tombez dans l'excès contraire, mademoiselle. Tout à l'heure, vous voulez me renvoyer un peu trop vite, et maintenant, vous voulez me garder un peu trop longtemps. Ce qui, pour une personne soupçonneuse, pourrait bien signifier la même chose. Je ne comprends pas, monsieur le baron. Calmez-vous, mademoiselle, calmez-vous. Ce sont là de pures formalités. Car je sais, j'ai la certitude que monsieur de Flavignol n'est pas ou n'est plus dans ce château. Et vous avez bien raison, monsieur le baron. Aussi, par acquis de conscience, pure formalité, ne pas avoir déplacé tout un escadron pour rien, n'est-ce pas? Je vais faire fouiller les bois des environs par mes dragons. Faites, monsieur le baron. Bon, il n'est pas dans les bois, finesse. Visitez les combles. Il n'est pas dans les combles. Les placards. Il n'est pas dans le placard. Les cheminées du château. C'est votre devoir, monsieur le baron. Bon, eh bien, il n'est pas dans le château. Finesse. Interroger, examiner, parce qu'il y a aussi les déguisements. Ah, elle a tressailli. Interroger les hommes de peine. Les hommes de peine. Non, les garçons de ferme, les domestiques. Ah, elle a tremblé. Et enfin, je m'en irai malheureux puisque je vous quitte, mademoiselle, mais heureux cependant de ne pas avoir accompli ici mon pénible devoir. Comment, monsieur? Quel devoir? Mais monsieur de Flavignol est militaire, vous ne l'ignorez pas. Et je devrais l'envoyer devant le conseil de guerre. Un conseil de guerre? Mais c'est la mort! Oh, la mort, non, mademoiselle, non, enfin, une peine rigoureuse, tout au plus. Mais c'est la mort, vous dis-je. Vous n'osez me l'avouer, mais j'en suis certaine. La mort pour lui. Oh, monsieur, je vous le demande à genoux. Il a 25 ans. Il a une mère qui mourra s'il meurt. Il a des amis qui ne vivent que de sa vie. Il n'est pas coupable, il n'a pas conspiré. Il me l'a dit lui-même. Grâce, monsieur, ne le condamnez pas, ne le condamnez pas. Pauvre enfant, enfin, c'est mon devoir. Savez-vous, mademoiselle, que vous me parlez comme s'il était en mon pouvoir? Il est donc ici? Ici? Mais je n'ai pas dit. Non, mais tout à l'heure, quand j'ai parlé d'interroger les domestiques, vous avez tremblé. Moi? Oui, à l'instant même, vous avez tressailli. Moi? Oui, et quand j'ai parlé, vous m'avez dit, ne l'arrêtez pas, ne l'arrêtez pas, oui. Monsieur le baron, Oui, je suis sur de la trace. Moi aussi. Il est dans le château. je sais. Soin déguisement. Silence. Mademoiselle, je vois votre émoi, votre trouble, et je craindrais d'être importun aussi. Je me retire. Veille. Et surtout qu'il ne sorte pas d'ici. Il n'en sortira pas tant que j'y serai. Je compte sur toi. Comptez-y. Foi d'Henri de Flop. Comment? Foi d'Henri de Flop. Comme on dit chez nous. Ah, chez toi, on dit foi Oui, ça c'est chez nous. Ça. Ah, ça chez toi? Il n'y a que chez nous. Ah, il y a que chez nous, j'ai jamais entendu. Voilà une fleur. Foi d'Henri de Flop. Chut, chut, oh, chut, là. Mademoiselle. Voilà une fleur. Foi d'Henri de Flop. Chut, 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 oh, là. Quelle scène! Oh, ne riez pas, monsieur, ne riez pas. Ciel! Mais quelle douleur sur vos traits! Qu'avez-vous? Accablez-moi, monsieur Henri, maudissez-moi. Vous? Oh, je suis une malheureuse sans foi, sans courage et sans finesse. Au nom du ciel, que dites-vous? Vous vous étiez confié à moi. Vous m'aviez révélé le secret dont dépend toute votre vie. Eh bien, ce secret, je l'ai livré. Je vous ai trahi. Comment? Ici, devant votre juge, à l'instant même. Oh, lâche que je suis. J'ai eu peur. Peur pour vous. Serait-il possible? Oh, moi, vous perdre.
Moi qui donnerais ma vie pour vous sauver. Qu'entends-je? Mais je ne survivrai pas à votre arrêt, je vous le jure. Aussi, je vous demande de me pardonner, de ne pas m'en vouloir. Léonie, au nom du ciel! Que vois-je? Et que fais-tu là? Oh, je lui demande grâce et pardon, ma tante, car c'est par moi que tout est découvert, par moi que tout est perdu. Perdu, perdu, non pas, je suis là, moi. Oh oui, ma tante, sauvez-le. Ne craignez rien. Monsieur de Montrichard m'a pris pour complice. Oh, ne vous y fiez pas, un mot, un geste, une seconde suffisent pour l'éclairer. Mais je suis là. Qu'est-ce que cela signifie, le savez-vous, comtesse? Qu'est-ce que tous ces bruits de conspiration, de conspirateurs déguisés? Un rêve de monsieur de Montrichard. Un rêve, soit, mais en attendant, on arrête tout le château, toute la livrée. Ciel! En êtes-vous sûr? Mais parfaitement, je viens de voir saisir votre domestique. Mais tenez, voici un brigadier de gendarmerie. Ah, c'est vous que je cherche, vous. Moi? Veuillez me suivre. Monsieur, il y a erreur, je suis attaché au service particulier de monsieur le préfet. Non, non, il n'y a pas erreur, mes ordres sont précis, veuillez me suivre. N'avouez rien, je réponds de tout. Allez donc, Charles, allez. Obéissez. Oui, madame. Oui, madame! Ici, dans un quart d'heure, il faut que je vous parle à vous seul. Moi? Silence. Oh, un rendez-vous aux joies, de mieux en mieux, au bonheur. Et c'est moi qui le perds. Je vous suis, notre brigadier! Perdu par elle, sauvé par moi.